Merci à tous. Donc, effectivement, c'est aussi le premier événement de 2024. C'est le dernier moment aussi pour dire bonne année, etc. Et c'est le troisième événement de cette saison qu'on fait, donc après une conférence de Rémi sur le design, une deuxième rencontre pitch, investisseurs et entrepreneurs, qui est organisée par Manon. Et donc, on reprend avec la gamification, donc, aussi pour reprendre l'historique, on avait fait, comme l'a dit Rémi, un atelier Lego Serious Play, donc c'est finalement une petite thématique, un fil rouge qu'on tire petit à petit. Donc, voilà, on avait fait cet atelier, donc maintenant on voulait aussi parler de qu'est-ce que c'est que la gamification, parce qu'on entend parler, on se dit aussi dans les entreprises, il faut engager ses utilisateurs, il faut engager ses collaborateurs, comment on fait? La gamification, c'est un des moyens, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc, qui est mieux placé pour nous le dire que nos quatre invités? Donc, Gladys Giandoki, qui est content designer, qui travaille pour des grandes marques comme le Louvre, Abu Dhabi, pour la France, pour Meta.gouv, se faire l'innovation dans le service public. Alexis Chevalier, alumni de l'école P26, on était en promo ensemble d'ailleurs, et qui a bossé donc, la gamification dans le secteur du gaming, donc chez Focus Entertainment, pour Xbox aussi, et qui fonde son studio Better with Dragons. Michael Bureau, Alexis Duhart, qui sont experts gamification et qui ont fondé leur agence sur le sujet, donc feedback.io. Donc, ils vont pouvoir nous parler de ces sujets et pareil aussi pour citer peut-être quelques-uns de vos clients qui sont dans toutes les thématiques. J'avais noté Decathlon, l'ADEME, l'Agence de la transition environnementale et d'énergie, voilà, qui situe quand même un panel déjà assez large de cas où on peut appliquer ce sujet. Donc on va faire un petit peu une table ronde où je vais vous poser des questions et puis voilà, vous allez vous exprimer, utiliser des exemples que vous avez pu mettre en œuvre. Et puis on terminera ensuite par une petite session de questions-réponses avec vous. Et puis après, on passera au cocktail juste après. Ça vous va à tous? Super. Donc, première partie, déjà, gamification, on entend parler beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Finalement, comment on peut un peu définir le terme? On parle tous déjà de la même chose ce soir autour de cette table, donc peut-être Alexandre, tu peux te lancer. Oui, carrément. Par curiosité, juste comme ça, la gamification, est-ce que c'est un terme qui vous parle? Pas trop? Oui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens. Oui, ok. On va en parler un petit peu. Juste pour introduire un petit peu, donc la gamification, pour nous, c'est une méthode qui consiste à aller s'inspirer de ce qui fonctionne bien dans les jeux, dans le game, la gamification, et on va l'utiliser dans des situations concrètes pour générer de l'engagement généralement. Ça peut être pour faire de la conduite du changement, ça peut être pour des questions de pédagogie, ça peut être présent dans des applications pour fidéliser, ça peut être présent également dans les jeux, de la communication. En fait, il y a pas mal de cas d'usage de la gamification, et ça, on va en parler un petit peu après. Donc la gamification, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode, donc c'est vraiment la façon dont on va concevoir la stratégie d'engagement. Ce n'est pas du coup nécessairement le fait de créer un jeu ou d'utiliser un jeu quelque part, mais vraiment sur de la conception, de la stratégie, ce genre de choses. C'est ça qui est important et c'est ça qui est très utilisé dans plein de secteurs de vie. Il y a plein de choses à dire sur la gamification, mais peut-être que vous avez envie de faire des compléments. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que c'est intéressant, c'est qu'on. Moi, je suis designer, donc je travaille sur des interfaces, qu'elles soient vocales ou écrites ou d'interfaces traditionnelles, j'ai un Apple Watch ou un téléphone, etc. Et en fait, il y a plein de choses qu'on utilise déjà tout le temps, qu'on utilise en tant que designer, qui sont de la gamification, en tout cas, on peut l'appeler comme ça. Il y a une autre manière dont toi, tu définis la gamification, enfin, plein de gens de ces milieux-là. C'est comment on crée de l'engagement. Et donc, il y a plein de manières de créer de l'engagement. Donc, en tant que designer, comme je disais, il y a plein de choses qu'on utilise déjà tout le temps. Et peut-être qu'il y a des choses où vous allez me dire, ah, ça, c'est une technique. Et ce qui est intéressant, en tout cas, pour moi, en tant que designer, c'est commencer à comprendre la palette d'outils qu'on peut utiliser et à quel point c'est riche
Et après, on va pouvoir commencer à créer, enfin, à être assez fin en fait dans nos intentions et savoir pourquoi on va dans telle direction et pas y aller par hasard et pouvoir se dire aussi, parfois on a plusieurs options et pas qu'une en utilisant une mécanique ou une autre. Donc, voilà, là, je dis pas tout, mais en gros, c'est juste vous dire qu'il y a plein de choses que vous faites déjà, si vous êtes designer, en tout cas, là, comme moi, quand vous êtes dans le marketing, comme Alexis, qui sont en fait déjà une partie de la gamification et de l'engagement. Justement, peut-être dans les différents leviers, je crois qu'il y a. Ça vient passer ensuite. C'est insoutenable. Mais on a 9 leviers, je crois, d'engagement qui peuvent être utilisés. Alors, nous, dans la gamification, c'est vrai que pour montrer qu'il est possible de faire plein de choses différentes et pas forcément juste faire, par exemple, un système de points, peut-être juste mettre des couleurs comme Candy Crush ou ce genre de trucs. C'est vraiment des demandes qu'on a eues de clients. En fait, on aime bien parler des 9 leviers d'engagement. L'idée, c'est de montrer qu'il y a plein de façons de faire de la gamification. Peut-être qu'on a plus envie de construire un système communautaire avec des éléments sociaux. Peut-être qu'on a envie de travailler sur la notion de compétition, effectivement. Peut-être qu'on a envie de donner du sens à nos utilisateurs et leur donner envie de contribuer. Par exemple, c'est ce que fait Wikipédia. Il y a plein de leviers d'engagement qu'on peut utiliser. Et ce qui va être intéressant dans un projet de gamification, c'est de se poser la question, en fait, quels sont les leviers d'engagement qui fonctionnent avec mon public par rapport à ma situation, donc, à les puiser dans les bons éléments de gamification par rapport à ça. Notamment, on pourra vous montrer tout à l'heure, parce un petit peu par là-bas, un jeu de cartes qui s'appelle les Gamificards, qui permettent plus facilement d'avoir des gamifications et qui pioche un peu dans ces différents leviers d'engagement. On aura des exemples. Ouais. Justement, est-ce que pour illustrer un petit peu les cas d'usage, les exemples qu'on a, on peut se lancer. Peut-être, est-ce que vous voulez commencer plutôt par les applis, par ce qui est produit ou marketing? Donc, peut-être. Ouais, je peux en parler. C'est un bon projet. Ouais. Civityme, du coup, c'est une plateforme qui, globalement, un sujet qui est un sujet dans plein de boîtes, qui est comment je passe des messages en termes de RSE, tout ce qui est inclusion, accessibilité, pas mal de contenu à transférer, et donc ils transforment ça en fait en plein de mini-jeux pour les collaborateurs. Donc là, il y en a un, par exemple, c'est en fait au fur et à mesure qu'on fait différents types d'activités, des quiz, des choses comme ça, on va construire sa vie. Et donc voilà, donc on est sur en fait gamifier l'apprentissage, mettre de la progression dessus. On a aussi travaillé sur le hub, un peu la façon de voir la progression. Là, l'idée, c'est vraiment, mais comme dans beaucoup de cas sur de la gamification, de transformer aussi des choses où il y a plein de petites actions à faire de façon répétitive pour obtenir un résultat plus tard. Là, c'est que mes collaborateurs soient sensibilisés en des trucs qui soient plaisants, où il y a un petit bâtiment, mais ça peut être plein de choses. Dans les jeux, c'est extrêmement bien fait. Le fait d'avoir des petites boucles de j'ai un objectif, j'ai un obstacle avant de les réussir, et puis j'ai un résultat. Donc voilà, Civityme, plein de petits jeux comme ça. Et du coup, là, on est sur un outil qui est vraiment déployé en entreprise. Et donc, ça montre un peu que la gamification, c'est pas forcément juste voilà, pour le B2C, ça peut être utilisé clairement avec plein de publics différents, notamment chez les banques. Peut-être un exemple. Celui-là, Par exemple aussi. Celui-là, c'est un sur lequel j'ai bossé aussi. Du coup, c'est pour dire aussi la gamification. Là, on parle beaucoup de numérique, mais en fait, ça s'applique très bien dans le monde physique. Peut-être pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler de fresques du climat, de choses comme ça. Maria School, on a travaillé avec eux. Ils font de la formation continue de manière générale sur plein de métiers, enfin, plein de choses. Et ils avaient un sujet qui était est-ce qu'on peut sensibiliser sur pourquoi on apprend des compétences, pourquoi il faut en transmettre. Donc, en fait, on a monté un atelier qui s'appelle la fresque des compétences. Et du coup, ludiquement, la forme, elle est assez simple. Là, on va construire un arbre tout au long de l'atelier. On va être sur du participatif. On va faire les gens. Et en fait, du coup, là, on est sur une gamification entre guillemets légère, parce que ça va ressembler à peut-être des workshops, des choses que vous faites aussi, mais qui vient faciliter l'engagement, la discussion autour de ça, plus que si on s'était mis autour d'une grande table ovale et on avait dit parlons de la compétence et pourquoi maintenant. Voilà. Du coup, dans ce type d'exemple, et un peu du workshop, vous réfléchissez sur la facilitation, sur les leviers que vous prenez en compte, comment ça se passe un petit peu. Ouais, dans l'idée, alors du coup, si vous avez peut-être certains, eu des comptes sur le design, entre autres, on est vraiment sur une démarche qui correspond aussi aux méthodes du design, etc., de bien recaler, mais ce que vous faites aussi en marketing, j'en suis un peu sûr aussi, sur c'est quoi les objectifs, à qui je parle,
qu'est-ce que je fais qui correspond à mon type de public. Et après, on est beaucoup dans, là, le premier, on leur a montré plein d'exemples de choses qui existent. On a essayé de voir qu'est-ce qui était pertinent dans leur type d'environnement, qu'est-ce qui ne l'était pas. Un exemple, c'est pas ça qu'on a. Mais par exemple, d'avoir des exemples qui sont trop, en termes d'illustration d'univers, peut-être trop décalés des environnements. Là, il y a quand même des acteurs un peu sérieux et industriels dedans. Ça serait peut-être pas passé dans leurs ateliers d'entreprise. Voilà, c'est-à-dire ça on n'aime pas, trier. Et après, c'est prototyper, tester différentes formes. Donc là, on les a accompagnés vraiment. Mais là, je suis aussi sur des choses qu'on avait pu voir côté Club Dino, sur prendre quelque chose, le prototyper assez vite, le tester, voir si ça marche, changer ce qui marche pas. On est vraiment là-dessus. Et donc aussi avec pas mal d'outils d'animation, vraiment. Le but, c'est de faciliter la vie vraiment de quelqu'un qui veut animer un atelier avec un outil d'animation. Et toi, Gladys, par exemple, comme tu es designer, c'est aussi le même genre de démarche que tu utilises ou comment ça se passe dans tes projets? Oui, en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'un point de vue stratégique. En fait, ça tout va dépendre du cas d'usage. Là, je travaille avec Le Monde. Il y a eu des mécaniques qui ont été mises en place. Je ne peux rien vous décoller parce que ce n'est pas produit, mais en tout cas, sur Le Monde, on a parlé d'un certain type de cas. Si on a des choses où il y a beaucoup de jeux, on peut faire autre chose. Quand je travaille, je n'ai pas fait beaucoup d'assistants vocaux, mais en tout cas, les quelques assistants vocaux, on veut aussi qu'il y ait une interaction. Donc, on va réfléchir à des mécaniques ou à des choses pour que la personne réponde et lui faciliter l'usage. Donc, il y a un point, en tout cas, dans le digital, c'est quel est le cas d'usage et quelle est la bonne mécanique pour ce cas d'usage. Donc, quelles sont les bonnes mécaniques qu'on n'a jamais vues. Et après, ce que je trouve un peu intéressant, c'est que quand on est dans des expériences digitales, il y a deux atouts du digital. La première, c'est qu'en fait, on est dans des éléments qui sont dynamiques. Et moi, mon travail, souvent, c'est de créer du dialogue entre la personne et l'interface, que ce soit une app, parce qu'on va vous répondre, juste vous dire que vous avez bien complété la tâche ou que vous pouvez avancer. Donc, moi, en tout cas, je passe mon temps à dialoguer avec vous, même si moi, c'est la machine, finalement. Et il y a le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir travailler aussi les personnalisations. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de vous envoyer toujours le même message. Je pense à un cas où on est un peu dans, désolé, j'allais dire de la randomisation, mais je pense à IS Park, par exemple, c'est bête, hein, mais je me rappelle quand on ouvrait le parking, j'ai plus de voiture, mais quand on ouvrait le parking, il disait César, ouvre-toi. Et en fait, la deuxième fois, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont me dire autre chose, et j'avais encore César, ouvre-toi, et César, ouvre-toi. Et à la fin, je ne le vois plus. Enfin, logique. Et en gros, sur un truc comme ça, on peut commencer à mettre de la personnalisation et avoir différents types de messages. L'idée, c'est pas forcément de faire du fun, mais de recapter l'attention. Et peut-être de recapter l'attention à un moment donné, c'est mettre un message aussi sérieux. Donc, on peut passer différents types de messages qui peuvent être légers, comme c'est d'un revoir, ou un petit peu plus sérieux. Mais à minima, on recapte l'attention, puisque l'idée, comme on le dit tout à l'heure, c'est de créer de l'engagement. Et donc, ce côté dynamique et personnalisable, c'est ce que toute plateforme, ça va être un peu plus difficile là. Et en fait, on va aussi souvent avoir du nom, donc on peut commencer à jouer et à faire des tests et à voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et commencer à affiner toujours nos solutions. Par exemple, avec des solutions d'A/B testing, de messages ou de gamification. Parce qu'il y a un gros red flag, encore plus quand on fait ça. Donc, si on fait que de l'A/B test, en fait, on va dire ah, mais ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. Et peut-être qu'on a un gros dark pattern, deceptive pattern, c'est le terme qu'on utilise maintenant, c'est qu'on peut très facilement manipuler des gens. Donc, la recommandation que tout le monde fait en fait quand on travaille ces questions, c'est de faire vraiment d'abord des vrais tests d'utilisabilité et après se dire j'hésite entre telle et telle version, mais vous savez pourquoi vous allez dans telle direction et c'est pas un hasard, c'est pas juste parce qu'il y a plus de trafic. Pour expliquer le résultat. Et essayer d'être dans une approche éthique et pas de manipulation, parce que ça, par contre, effectivement, on va avoir du nom et on va pouvoir tester des trucs et se dire si vous n'avez pas le pourquoi, comme je dis, on peut facilement être à la limite de l'éthique, même souvent hors de l'éthique. Alexis, surtout, oui, sur le point de vue marketing plutôt. En ce qui concerne son utilisation de communication, ça va être, comme Alexandre et Gladys ont mentionné aussi, beaucoup connaître quels sont vos clients et qui vous adressez directement. Je pense que pour le cas d'usage de techniques de gamification en communication, ça va beaucoup dépendre de votre cible. En général, en ayant travaillé dans le jeu vidéo, on sait que nos clients, ça va être donc les joueurs qui vont être directement rechercher une immersion, rechercher une vivre une expérience. Donc, ça va être assez facile
de pouvoir s'inspirer du produit ou du service qu'on vend et de se dire, d'accord, donc dans la communication, si on veut faire vivre une expérience client avant même qu'ils achètent ou avant même qu'ils aient le service, on va pouvoir directement s'inspirer du produit ou du service, en l'occurrence du jeu vidéo, pour créer des événements ou créer des activations communautaires avant même que le jeu soit déjà sorti. Un petit peu. On reviendra sur les. Ça vous fait du teasing, non? Non. Pour le coup, quand j'étais chez Xbox, on a travaillé sur Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est un exemple, c'est un jeu dans lequel vous jouez des pirates, vous devez explorer un univers en monde ouvert, vous devez trouver des trésors. Et en communication, on a pu directement s'inspirer du jeu. On s'est dit, bon, on va organiser des vraies chasses au trésor dans une ville, par exemple, en faisant appel à des influenceurs ou des gens qu'on sait que notre cible va pouvoir écouter. Et ensuite, ça fait l'activation communautaire et ça fait vivre une aventure à certaines personnes avant même que le jeu soit déjà sorti, tout en, bien sûr, créant un événement assez viral où les gens partagent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on s'inspire directement du jeu. Et pour cet exemple-là, c'est un jeu qui s'appelle Chains of Sinnar. Quand j'étais chez Focus Entertainment, on avait aussi envisagé là, c'est un jeu d'énigmes. En gros, le but du jeu, on va devoir parler à différentes personnes et découvrir le langage des paroles, et ensuite prendre des notes sur un petit carnet pour essayer de deviner à quoi correspond chaque symbole pour comprendre ce que les gens disent. Et donc, pareil, en communication, on s'est dit, on va prendre un jeu d'énigmes, donc c'est une expérience où on va vraiment trouver et décoder certaines choses. Donc, on va, par exemple, imaginer des jeux de pistes en communication pour dévoiler certaines informations, que ce soit sur le produit, sur l'expérience utilisateur, pour encore une fois essayer de faire vivre cette expérience qu'on promet aux clients avant même qu'ils achètent le jeu ou qu'ils vivent le jeu en tant que tel. Donc ça, c'est, on va dire, assez des exemples les plus évidents parce que c'est des jeux vidéo, donc de base, c'est un produit assez expérientiel. Je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, les joueurs directement veulent chercher une expérience, donc on peut s'inspirer dans la communication. Mais on en parlait aussi au début, il y a déjà des techniques de communication que vous connaissez qui sont en fait des techniques de gamification des jeux. C'est juste après. Par exemple, si on fait de faire un jeu concours sur les réseaux sociaux, ça appelle simplement, en fait, ça fait appel à des leviers que sont la rareté que tu as présenté au début. Ça fait appel au fait de promettre quelque chose et de déjà faire vivre ou de faire promettre quelque chose au client. Donc là, c'est un exemple pareil avec un jeu vidéo, mais comme vous le savez, ça peut être fait dans n'importe quel type de produit. Donc, c'est pas obligé qu'on ait un produit déjà qui soit très expérientiel pour le client. On peut déjà s'inspirer et reproduire des techniques de gamification qui existent déjà, qui sont assez simples. Et même parfois, dans les purs manuels de community management, on retrouve aussi pas mal de leviers d'engagement qui sont inspirés des jeux. Là, c'est un autre exemple. Donc, pour même, si vous lancez votre propre activité, quand on a lancé le studio donc Better with Dragons, on a fait appel à du crowdfunding. Et beaucoup de leviers d'engagement pour le crowdfunding font aussi appel à de la gamification. On a le simple fait d'avoir un but à atteindre qui incite les gens à participer. À chaque fois qu'un but est atteint, que les gens participent à une certaine somme, ils sont promis également certaines récompenses. Tout ça, ça fait partie de ce genre de système qu'on connaît déjà et en fait peuvent être reproduits et utilisés à bon escient, permettent à la fois d'avoir de la visibilité, mais aussi de l'engagement des clients avant même que, comme je vous disais, que le produit ça. Et ces exemples-là, surtout, ce qui est important, c'est que ça ne demande pas beaucoup de budget, parce que les exemples que je mettais avant, par exemple, organiser des grands événements, tout ça, en général, on va faire appel à des agences, ça va demander beaucoup de production, de temps de production, voire de budget, tout simplement. Et si on vend un produit avec un petit budget, et c'est un budget marketing plus restreint, ou si on se lance tout simplement, on peut se dire, OK, bon, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc qu'est-ce que je peux faire? Et ces simples techniques, que ce soit celles qu'on trouve dans le crowdfunding ou le community management, en fait, demandent simplement du temps sur les réseaux sociaux, de trouver des idées, de capter certains, par exemple, community leaders qui vont pouvoir rassembler d'autres personnes autour d'eux. Et en fait, ne demande pas de budget, simplement de trouver une idée d'engagement ou ce levier d'engagement qui correspond parfaitement à la cible. Et ça, c'est des exemples voilà, en communication qui viennent le plus collectif. Il y a aussi des petites patterns à prendre en tête à prendre en compte aussi, mais on pourra. Oui, on va plus verra ça. Donc, peut-être par rapport à ces leviers de communication et communautaire, dans quelle mesure, en fait, est-ce qu'on peut aussi les réutiliser en interne, du coup, pour les collaborateurs
parce que là, par exemple, on a le côté progression et puis on va aussi des avantages, etc. Est-ce que ça peut être réapplicable dans une certaine mesure ou pas? Ou par exemple, aussi dans tous les secteurs, par exemple, de la liste ou même le feedback aussi, vous avez des clients qui sont du secteur public. Dans le secteur public, si on lance un nouveau service, je pense par exemple avec des projecteurs auxquels tu as travaillé avec Beta.org, on offre un service public, donc est-ce qu'on peut offrir plus, dans quelle mesure c'est réadaptable ou est-ce que certains cas nous ferment quand même définitivement des portes des leviers de la gamification? Moi, je peux Chacun son tour. je peux le prendre sur la partie collaborateur. Je pense que quand on pense à ça, on est tous un peu, à mon avis, en train de se crisper aussi parce qu'on pense tout de suite à je vais te donner des points plutôt qu'une augmentation Ouais. ou je vais être dans un entrepôt chez Amazon et puis en fait, ça va être horrible, mais ça va être gamifié. Voilà, enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Et en fait, il y a une pente glissante sur gamification et collaborateur, mais je pense qu'on peut faire des choses chouettes. Par exemple, un truc qui est un grand classique des choses qu'on a du mal à la gamification, c'est souvent qu'est-ce qu'on a du mal à se motiver à faire. Le partage des bonnes pratiques ou des retours d'expérience, par exemple, dans nos entreprises, c'est compliqué. Ou de mettre en place, après avoir vu une belle conférence dans un labo d'inno, on a bossé avec des labos d'inno de la fonction publique. La question, c'est pas tellement d'avoir la belle conférence, c'est est-ce qu'on va l'appliquer entre les conférences. Est-ce qu'on peut peut-être mettre un petit système de défi où en fait on va pouvoir voir qui a mis en place une bonne pratique sans s'entraider entre nous. On a bossé avec un rectorat sur ces sujets-là, avec les managers du rectorat, sur je prends des petits défis à emporter, puis je vois quel collègue l'a fait, et puis je vois que je suis pas seul à le faire, on voit une progression globale. Sur ces sujets-là, je pense, sur les sujets de partage de bonnes pratiques, d'innovation, il y a des choses à faire assez saines. Sur les questions productivité pure, moi je suis beaucoup plus partagé. Je pense que Du coup, c'est des choses qui se passent par exemple sur le réseau social interne. ouais, du coup, ça va être souvent via le réseau social interne, via c'est un lieu commun. Un labo d'inno se retrouve, un endroit où tout le monde passe, on peut faire des choses comme ça. Du management visuel, par exemple, ça se prête. Ouais, effectivement, d'avoir une progression sur un management visuel, de faire des choses, voilà, on peut faire pas mal de choses. Oui. Ça là, il y en a plein. Et c'est que des tâches, c'est que des outils. Donc, quand tu as fini une tâche, tu vas avoir la licorne, et plein de petits trucs qui sont dans le produit. On est d'accord, comme je disais, plus le cas d'usage est sérieux, plus ça va être léger, quoique la licorne, on peut discuter. Mais et plus le cas d'usage peut être, on peut aller dans le un peu plus fun, et ben plus on va monter le volume. En fait, c'est qu'une question de volume. C'est pas une question de cas d'usage, c'est une question de cas d'usage et de volume en fonction du cas d'usage. Voilà. Et du coup, dans des projets, peut-être avec Alors, celui sur lequel je travaille en ce moment, côté service public, là, c'est pas le débat, c'est la DINU, mais c'est la DINU. C'est un peu très sérieux. C'est avec le ministère de l'Intérieur, donc on n'est pas du tout là-dessus. Mais oui, il y a du fil d'Ariane, donc en fait, vous allez pouvoir suivre vos étapes. Oui, évidemment, il y a de la confirmation à chaque étape, pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout dans ce type de produit. Mais oui, en fait, comme là, je parle de volume, oui, le volume va être très faible, parce que le cas d'usage, en fait, ça se passe au cas d'usage. Mais oui, il y en a à plein de moments. Si je veux que la personne, je peux donner un cas qui n'a rien à voir là avec ce sur quoi je travaille, mais Facebook, pour vous inciter à mettre des. Je suis sur Facebook depuis très longtemps, mais Facebook pour vous inciter à mettre des statuts, ils vous disent pas créer un statut, par exemple. Ils vont vous dire qu'est-ce que vous avez en tête. Juste la manière de poser la question, elle fait que vous n'avez pas besoin de vous répondre à une question, vous n'êtes pas en train de vous dire qu'est-ce que je veux dire. Et tout ça, c'est des mécaniques d'engagement. Là, ça se met au niveau des mots. Et mais en fait, beaucoup de choses, tout ne se fait pas au niveau des mots, parce que vraiment, dans le design, l'interface va avoir une manière de vous inciter à passer à l'action. Et puis, moi, dans mon travail, je vais vous inciter en formulant les choses de manière à vous donner envie. Mais dans tous les produits, donc là, je n'ai pas forcément d'idée par rapport au produit sur lequel je travaille là, mais c'est ça. Et même pour le monde, je ne dévoile rien en disant que quand vous lisez un article, la manière dont on va vous inciter à peut-être prendre un abonnement, on peut vous donner envie, on peut vous dire, waouh, non, c'est bon, j'ai pas envie. le monde.
le monde où le filière est autre chose, mais la manière dont on va vous approcher va vous donner, et donc, où vous engager, va vous donner envie de vous rebuter complètement. Donc ça joue vraiment à tous les niveaux, et je reviens sur le fait que c'est qu'une question de volume, c'est pas une question de volume. Ce que tu dis, je trouve ça assez intéressant. Ça me rappelle la manière dont tu communiques directement sur le produit, tu choisis la formulation, les mots. C'est pas pour bien mettre en avant suivant et faire comprendre directement. Tout en prenant en compte la personne qui t'adresse, bien sûr. Et sans le moment. Et le moment, voilà, tout à fait. La bonne plateforme pour s'adresser, la meilleure mission. Je propose de revenir du coup peut-être aux autres exemples et aux autres leviers pour un peu aussi continuer d'illustrer ça. Effectivement, J'aimerais des exemples. tu parlais du fait qu'il y ait plusieurs leviers d'engagement et que la gamification allait s'adapter aussi un petit peu au public qu'on vise. Ici, on a deux applications de running qui sont assez sympas d'un point de vue gamification, dans le sens où elles sont très différentes. Là, s'il y en a parmi vous qui font un peu de running, j'ai pris à droite donc Nike Plus et à gauche Zombie Run. Nike Plus, c'est une application assez classique de running. On trouve à peu près les mêmes mécanismes de gamification dans d'autres applications de ce type-là. Ce qui est assez marrant, c'est que pour quelqu'un qui est non averti, la gamification, elle ne va pas vraiment. En fait, on a une application, on se dit, bah, c'est normal, elle va nous donner des indications sur la pratique sportive, elle va éventuellement proposer quelques fonctionnalités sociales, c'est à peu près tout. Et en fait, c'est des éléments qui viennent vraiment du monde de la gamification. On a envie de se dépasser, on a envie d'améliorer nos performances sportives, de courir plus vite, plus loin, de peut-être dépasser des gens sur les challenges, peut-être de courir avec des amis. En fait, en termes de levier d'engagement, on est beaucoup sur ce qui est autour de la compétence et maîtrise, on est beaucoup sur l'influence sociale. Et donc, c'est des éléments qu'un public non averti ne va pas forcément voir. Et donc, c'est tout à fait pertinent à utiliser, même face à un public qui, on va dire, non gamer, qui n'est pas réputé pour. À gauche, on a une application qui est complètement différente. Zombie Run, c'est une application où on va courir avec ses écouteurs dans les oreilles. On est plongé dans un monde avec des zombies et en fait, on va continuer à courir pour avancer dans l'histoire. On nous raconte une histoire, c'est le post-apo, il y a des zombies partout, il faut réussir à les éviter. De temps en temps, on entend on entend des zombies qui se rapprochent à nous, donc il faut courir un peu plus vite, sinon on se fait rattraper. On va ramasser des objets automatiquement, mais qui vont nous servir pour après une phase un peu plus vite où on va construire son QG, essayer de le réparer, etc. Et donc, les leviers qui nous donnent envie de continuer à courir, ce n'est pas du tout le nombre de kilomètres qu'on a parcouru, c'est l'histoire qui est engageante, c'est les dialogues, c'est le fait d'éviter les zombies, ce genre de choses. Donc, c'est deux leviers d'engagement qui sont utilisés. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est vraiment d'avoir ces éléments-là en tête quand on a envie de faire de la gamification. Et du coup, on peut faire de la gamification pour des gens qui ne sont pas intéressés par le truc pour lequel on a envie de les motiver. Et on va essayer de détourner un peu l'attention, créer d'autres choses qui sont intéressantes pour eux, et les faire revenir de cette façon-là. Alors que pour des personnes qui sont intéressées, on va c'est des leviers qui sont un peu moins jeux, dans le sens où on les voit plus facilement dans nos vies de tous les jours, autour du coup du dépassement de soi, du social, etc. On peut trouver exactement la même chose sur n'importe quel sujet. Là, c'est sur la course à pied, c'est ce que j'ai un peu grand public, tout le monde se projette. Mais par exemple, sur le fait de faire des partages de retour d'expérience, des conférences, etc. en entreprise, on peut trouver la même chose. On peut faire un classement de la personne qui a parlé le plus longtemps en termes de conférences sur l'année. Et là, c'est pour les gens qui ont envie de se donner à fond. On pourrait faire un truc super libre. On est obligé de faire les conférences, je sais pas, avec des chapeaux pointus, des trucs comme ça, enfin des techniques, je ne sais pas. C'est pas pour le même public. Et la question, du coup, c'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à la culture d'entreprise, par rapport. C'est vrai que la gamification, c'est ça qui est cool, il y a plein de trucs à faire. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un concours des alumni sur l'année avec des prix, les Plume Awards, et il me semble qu'il y en a un qui nous confirmera Maya sur l'alumni qui a participé au plus d'événements. Donc, à bon entendeur. En étant en début d'année, c'est bon. Ouais, là, c'est le moment de les inscrire partout. Et du coup, après, on avait des exemples spécifiques. J'ai mis des interfaces. Alors là, c'est une de celles qui est discutable. Je vais qu'on en reparle après, mais là, on travaille ce que Booking, en l'occurrence, mais Nike le fait ici, etc. Des fois, on va vous dire, là, c'est pas comme ça qu'ils l'ont écrit, mais qu'il en reste plus qu'un, ou à un moment donné, on disait, il ne reste plus qu'une chambre, etc. Le sujet, il n'est pas. Si c'est la vérité, que c'est véritablement lié à leur stock,
aucun problème. Et donc là, on joue sur la rareté. Euh, la question, elle est quand on ne sait pas et qu'on peut-être qu'on vous manipule. Et c'est pour ça que la manière de présenter l'information peut vous inciter à réaliser des choses parce que vous allez vous dire, mais peut-être que je ne vais pas l'avoir, ou peut-être que. Voilà. Mais des fois, voilà, il y a un nombre de places limitées pour sortir du produit pour un train, mais il peut y avoir un nombre de places limitées pour une formation. Si c'est la vérité, mais moi je le vois pas, ça me fait souvent tiquer ça par exemple, sur les affiches, on va vous dire dernière semaine, en fait, les semaines, vous voyez, c'est assez subjectif, des fois on parle de plusieurs mois en fait. Donc c'est toujours intéressant la manière dont l'information va être présentée et vous donner l'impression qu'il faut que vous vous dépêchiez d'aller acheter. Ou comme là, c'est pas l'exemple là, mais moi des fois, il y a des sites où il y a un compteur qui met, je parle pas des sites de la publique, mais voilà, des sites pour des formations, il faut aller hyper vite, et des fois, moi j'attends, et je me dis, je vais voir si une fois que le temps est passé, les 15 minutes, 20 minutes, 15 heures, et puis je demande si passe le truc ouvert, et en fait, on se rend compte que c'est juste un truc qui tourne. Et là, c'est de la pure manipulation. Donc, voilà. Donc, si c'est véritable, et je ne travaille pas chez Booking, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est véritablement lié au stock, comme chez Nike, comme chez Amazon d'ailleurs. Mais en tout cas, si ça l'est, c'est une information et qui est quand même tournée de manière à vous dire dépêche-toi. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Comme je dis, en fonction de l'intention derrière, il est bon. est-ce qu'il y a des manières de présenter ça correct, En fait, la jauge du stock, l'information, parce qu'on ne peut jamais le savoir en fait. Mais il y a plein de sites où en fait, tu as un site et on dit t'achètes, il n'y a plus de stock. Là, quand tu rajoutes, parce que c'est une information ajoutée, elle n'est pas nécessaire, elle a une fonction. Et c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure d'intention. Là, l'intention est de dire on est près de la fin ou pas, mais ça n'apparaît pas tout le temps. Donc j'ai regardé d'autres trucs, j'ai repris des exemplaires avant-hier, mais j'ai regardé, il y en a où il n'y a pas. C'est pas. Déjà, on peut dire qu'il doit être a priori quelque chose de. Mais à partir de quand on vous dit qu'il y en a presque plus? Là, on dit qu'il y en a un. Au moins, le chiffre est là. Et est-ce que si vous prenez le ticket, il existe encore ou pas? Je ne sais pas le vérifier. Donc voilà. C'est. Mais c'est donc l'information peut ne pas exister, mais l'information on peut la donner. Là, j'ai pas d'exemple, mais on pourrait la donner d'autres manières, peut-être plus plate. Donc, par exemple, moi, je sais que quand j'avais analysé le book room, il y avait un A/B test qu'on voit beaucoup quand on parle du X-Fighting de Google, où en fait c'était pour Google Travel, et en gros il y avait marqué book room. Et ils ont fait un A/B test et c'était check availability. Donc en fait, moi, je voulais craquer aussi des trucs sur les CPA. Mais en fait, j'avais commencé à analyser les différents types de CPA. On ne va pas dans le détail de ça pour vous, mais le book room, en fait, c'est informationnel. Je dis juste, réserve une chambre et je vous dis ce qui va se passer après l'action. Check availability, là, on a rajouté un peu la curiosité. Ça va être disponible ou ça va pas l'être? Et en fait, donc là, l'intention, elle est de susciter une émotion chez vous. Et donc, c'est là où, en fait, c'est l'intention du designer ou l'intention de l'équipe qui fait que, si j'ai pas d'intention, je vous ai juste mis l'information, l'information est là. Si j'ai l'intention de susciter votre curiosité, on va faire des copies, on va faire plein de versions, on va essayer de titiller ça, ou peut-être d'autres leviers, il y en a plein, mais c'est des choix qu'on fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, quand on va les tester, si moi j'ai fait tous mes tests d'utilisabilité, c'était clair. Mais après, je me dis, j'ai deux intentions, j'aimerais bien susciter de la curiosité, j'aimerais bien montrer qu'il y a de la rareté. Ça fait que je vais travailler dans deux directions et après, je peux aller tester mes versions. Est-ce qu'après, qu'est-ce qui marche mieux et est-ce que je manipule ou pas? C'est un autre sujet, on est d'accord. Mais en gros, le point, c'est pour ça que je reviens à la stratégie. C'est pas juste je vous mets de la copie pour mettre de la copie, c'est je teste des intentions et je vois ce qui fonctionne le mieux sur ma cible globale. Là, je vous ai mis un autre exemple, mais en fait, j'ai une autre marque comme ça, j'ai un chien, donc je suis pas bien que je l'ai promis d'avance, en fait, je suis en retard. Mais il y a un truc, c'est la créativité, l'autonomie, donc ça, c'est dans les leviers que vous présentez bien. En fait, là, on va vous inviter à créer, alors c'est faussement créé en vrai, mais créer la recette de croquettes ou de pâté de vos chiens. Et je sais que dans une autre marque, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle,
ils vous font carrément le petit sac avec le nom du chien, etc. Et La personnalisation, ouais. et en fait, oui, les gens, ils sont trop contents, en vrai. Sincèrement, la première fois que j'ai reçu, je dis, ah, c'est trop mignon. Voilà. Et en plus, si vous avez une chienne ou si vous avez un chien, c'est pas la même présentation et tout ça. Mais d'une certaine manière, vous, même si c'est faussement, j'ai faussement créé, mais je remplis, enfin, tu peux passer la slide d'après si tu veux. Mais tu vois, on commence à demander, c'est quoi le nom de votre chien? Et en fait, tout ça, ça va être personnalisé dans ce que vous allez recevoir. Et j'ai pas été au bout de la démarche parce que je pense pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, la personnalisation, c'est quelque chose qui crée de l'engagement et vous vous dites, waouh, j'ai donné des informations, j'ai créé quelque chose de personnel pour mon chien. Et en plus, c'est génial, cette marque, elle est géniale parce que il y a le nom, il y a ci, il y a ça. Et comme je dis, les recettes, elles sont déjà faites, hein. Et j'ai juste donné beaucoup d'informations. Mais Tu as laissé le choix à la fin entre trois trucs. oui, au final, oui. Croquettes ou pâté. Et après, tu as 3 recettes en vrai. Mais c'est rigolo. Et si, il y a le poids, parce qu'on demande le poids du chien, évidemment, on va doser. Mais c'est faussement joué. Enfin, c'est vrai, parce que vous le faites. Mais tout est faux en vrai. Mais on vous a donné l'impression que vous étiez en train de créer quelque chose et que vous aviez une expérience unique. Et donc, ça marche. Et après, je vous ai mis, parce que c'est un peu le classique hein, du Duolingo, c'est l'exemple de la gamification à tous les étages. Et comme on s'était dit avec Alexandre, parce que j'avais fait cette formation en fin d'année dernière aussi, en fait, ils utilisent tous les leviers qui existent. Donc, vous pouvez y aller. Que ce soit, là, je vous en ai mis, mais alors, ça faisait, là, en fait, j'ai réutilisé hier pour mettre les trucs, ça faisait, je sais pas, 3 mois que je l'avais pas utilisé, donc ça fait plaisir de pouvoir revoir. Et j'ai eu tous les emails de culpabilisation avant, hein, c'était marrant aussi de regarder. Mais là, évidemment, ils m'ont fait des cadeaux parce que comme je revenais, pour fêter son retour, on me fait des cadeaux. Donc ça, c'est un peu. Il faut partir régulièrement. Finalement, ça peut être contre-productif. Si vous aimez les emails de culpabilisation, oui. Donc j'ai gagné 300 gemmes. Comment on dit? Donc là, c'est la confirmation. Mais de toute manière, enfin, voilà. Et en fait, on va répondre si tu veux passer la slide juste après. Donc, pardon, oui, il y avait une petite animation, c'est ça. Et après, évidemment, comme vous êtes les meilleurs, c'est exceptionnel, et que Duolingo, c'est quand même fait pour vous faire vous sentir bien, en fait, on va vous dire, waouh, bon là, j'avais tout bon, donc c'est normal aussi. Mais en gros, j'ai eu plein de moments où, en gros, on m'a célébré, c'était la fête, les personnages ont dansé et tout ça. Et puis après, on m'a dit que non, j'étais juste exceptionnelle. Voilà, mais c'est leur job, et là, on est dans l'éducation. Mais effectivement, enfin, il y a tout dedans. Vous avez tous les leviers qui sont enclenchés les niveaux. Donc, si vous voulez explorer, mais là, on est dans vraiment du jeu et dans de l'éducation. Et je reviens à la question du cas d'usage. C'est que juste avant, il y avait des choses plus commerciales. Là, on est dans l'éducation avec une approche très gamifiée, très gamifiée. On a des cours moins gamifiés, mais ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les mêmes leviers de manière plus sobre. Et ce qui est vraiment bien dans cet exemple-là, c'est qu'on a un super bon cas d'usage aussi de apprendre une langue. C'est chiant, c'est long, c'est plein de trucs qu'il faut faire de façon répétitive. On n'a aucun feedback sur le fait que je progresse. Enfin, entre ma session de vocabulaire d'aujourd'hui et de demain, ça va pas être flagrant. Et en fait, ça nous aide à passer tous les petits paliers jusqu'à demain, en fait, je suis à l'étranger, je sais mieux pratiquer. Donc, il y a aussi ça, c'est vraiment un bon cas de trucs chiants qu'on peut rendre plus divers. C'est le cas d'école. Du coup, on a fait un peu le tour des différents cas d'usage, des différents leviers. Maintenant, l'idée, c'est peut-être aussi de donner les clés, les clés pour se dire, en fait, en entreprise, comment est-ce que ça peut marcher? Finalement, qui porte, plutôt à qui on peut s'adresser pour lancer une démarche de vente? Peut-être un peu les directions de communication, marketing. Mais voilà, à quelle résistance on peut s'attendre? Voilà, les tips pour lancer ça, et c'est-à-dire on veut mieux engager nos collaborateurs, nos clients. Comment on peut faire demain matin en rentrant au boulot pour se dire j'ai une super idée grâce à la conférence que j'ai eue. Moi, je peux parler pour moi. Enfin, après, il y a, est-ce que c'est en fonction du cas d'usage, donc, est-ce que ça doit être dans la stratégie produit là? Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut réfléchir et se dire que c'est hyper important et qu'il y a plein de choses qu'on peut jouer?
Après, en vrai, comme je dis, il y a plein de mécaniques qu'on utilise déjà dans les produits, ils vont montrer des choses. Moi, je sais que je ne demande pas forcément l'innovation, mais il y a plein de choses en fait que je vais faire assez naturellement. Moi, mon sentiment, c'est plus que ça rentre dans la palette du designer. En tout cas, moi, je parle design, mais moi, c'est plus plein de leviers que j'apprends. Le truc, c'est que souvent, quand on est la seule, on fait partie des seules personnes qui savent ce que ça veut dire. On passe notre vie à éduquer les autres pour leur dire non, mais en fait, ça répond à ça. Mais au moins, moi, ce que j'aime bien, en tout cas pour mon métier, c'est que souvent, j'avais travaillé sur l'engagement, mais je n'avais pas les éléments rationnels pour expliquer quel levier j'utilisais. C'est que, en fait, et c'est là où, merci Alexandre, de créer des outils qui nous facilitent la vie, c'est que quand on commence à voir les noms et qu'on peut expliquer, on peut dire d'où viennent les références et qu'on peut donner des sources, on montrer des choses. Donc là, je pense que c'est effectivement un de mes derniers projets. J'ai montré les 9 leviers d'engagement et j'ai dit on peut aller dans telle direction, ou telle direction, ou telle direction. Et on a même choisi ensemble, donc j'en ai fait un atelier, où on a défini ensemble ce qui était pertinent pour le produit sur lequel on travaillait. Et c'était super intéressant après, parce qu'en fait, j'avais des gens qui étaient hyper motivés, qui disaient ah, mais ça, on peut l'utiliser là, et ça, on peut l'utiliser là. Et en gros, assez naturellement, les gens s'approprient l'idée comme si c'était des leurs, et au final, on s'en fiche, c'est pas une question d'ego, c'est une question de comment on avance, et comment on avance dans la bonne direction. Il y a un peu de réassurance avec, voilà, c'est quand même cadré, c'est pas, on fait n'importe quoi. C'est pas un hasard. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'est un nouveau métier du design, et tout le monde écrit, etc. Quand vous savez exactement quel levier vous utilisez, les gens arrêtent de se dire non, mais tout le monde peut écrire, parce que c'est pas. Moi, mon travail, c'est pas écrire en vrai, c'est de créer de l'engagement avec les gens, et c'est de trouver les leviers qui fonctionnent par rapport au style, etc. Comme en marketing. Hein. Mais sauf qu'on ne va pas parler, quand on est marketing ou quand on est produit, ben, on n'a pas la même manière de parler aux gens. Côté marketing, justement, Alexis, est-ce que c'est un truc qui est naturel et qui est complètement englobé ou après, ça fait plus dans une industrie aussi qui est là-dedans, naturel? Oui, bien sûr. Mais il y a déjà, s'il y en a parmi vous qui ont fait soit le cours de base de marketing, ou poursuivi dans le marketing après, on retrouve ça et même on parle de gamification sans même savoir que ça en est. Comme je disais, il y a beaucoup de méthodes qui existent déjà qui s'inspirent directement de l'engagement. Je pense que ce qui est très important, je sais qu'on va en reparler après au niveau des manières dont on communique aussi, mais ça va être de connaître particulièrement, encore une fois, la personne à qui vous vous adressez, mais aussi avoir une certaine responsabilité envers ces personnes-là. Vous savez que ces personnes-là aiment telle chose, vont sur telle plateforme, vous savez comment leur parler, et donc il y a une question d'éthique qui se met en place au fur et à mesure. Pour le marketing, il va falloir ne pas survendre la chose. Si vous faites par exemple un événement absolument dantesque où les gens ont une expérience de fou, ils se disent ah c'est trop bien, j'ai vraiment pas envie d'acheter, et que bon au final le produit que vous allez vendre n'est pas ouf, bah, ça fait l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que les gens vont dire ils nous ont survendu le truc, leur campagne était beaucoup trop bien et au final le produit c'est pas ouf. Et donc vous avez encore plus mauvaise réputation et là vas-y pour faire son image de marque. Donc ça a un certain risque d'utiliser, on va dire, ces compétences, c'est le fait exactement. De par le pouvoir qu'ils ont, ils sont tellement importants vers les gens et tout le monde est aussi attiré par le jeu, le fait d'être engagé et de se prendre un petit peu les limites. Vous devez être bien conscient de la dose que vous mettez dans la communication, donc aussi dans ces techniques que vous utilisez. Mais aussi donc ok, je sais que mon produit, l'expérience finale, ça va être ça, je sais que chaque utilisateur va avoir ça. Donc, il faut aussi que je ménage les attentes. Donc, je pense que ça va être surtout ça en marketing. Du coup, des fois, il faut un peu tempérer des collaborateurs, voilà, des gens qui veulent dire ok, on y va à fond, bah, en fait, on se pose peut-être par rapport au cas d'usage. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, ça va être des questions très simples de budget, de temps à consacrer à tel ou tel levier, bien sûr, parce qu'on a beaucoup la question de ok, on attend de budget de production pour le produit en lui-même, qu'est-ce qu'on garde pour la communication? Et dans ces leviers-là, parfois, ça demande même de développer un tout autre produit. Si par exemple, pour simplement une technique de communication, de développer une appli en plus pour faire partie du produit, pour engager. On veut même, parfois, il y a même certains studios de jeux vidéo qui sont engagés pour faire un jeu pour être utilisé dans la communication du produit avant son lancement. Et là aussi, le budget peut rapidement exploser. C'est qu'en fait, on s'engage là-dedans.
ça va mener du design comme toi, ça va mener aussi des développeurs qui vont faire une appli ou autre. Et ça peut aussi rapidement s'emballer et avoir un effet de boule de neige au détriment du projet. Donc ouais, il faut ménager ses attentes et vraiment, même quitte à se concentrer sur uniquement un des leviers, tant qu'il est bien choisi en fonction de la cible et qu'il est bien fait avec des moyens qui ne demandent pas forcément des tonnes d'argent, comme on a pu le voir dans certains trucs, au sein de community management par exemple, ça peut être aussi très efficace et ça sera largement suffisant. Pas la peine de s'étendre dans des noms de projets. Des remarques qu'on fait justement au début du projet. Ouais, bah, en fait, moi, j'ai entendu, il y a les questions d'enjeux, il y a les questions de risque, on est sur plein de choses où justement, bah, on est souvent en début de projet, on ne sait pas trop où ça va, ça peut être pareil de temps, de budget, de capacité d'équipe qu'on va engager. Nous, ce qu'on aime bien faire, alors je ne sais pas, certaines connaissent peut-être, on est sur des approches aussi qui sont proches du design sprint, de choses comme ça. On va mettre les gens autour de la table, on va aller prendre peut-être le service marketing, les gens qui sont encore en contact avec le client, mais aussi les gens qui font le produit, mais aussi bah, enfin, voilà, vraiment, ça se réfléchit dans chaque industrie, mais d'avoir un peu bah, tous les gens qui vont être concernés par ce qu'on met autour. On va passer du temps à remettre les objectifs. C'est là où bah, déjà choisir les bonnes personnes avec qui on fait les objectifs, c'est important. Mais en fait, je pense que c'est la base dans énormément de secteurs. Mais en fait, d'avoir bien calé les objectifs. Alors nous, entre autres, c'est aussi de caler qu'on est bien sur les objectifs qui correspondent à des changements de comportement, des problèmes de motivation, des choses comme ça. Parce qu'en fait, si par exemple le sujet c'est pas assez fluide, c'est pas assez clair, ben, en fait, peut-être engager une démarche du sans notre expérience utilisateur, peut-être pas de la gamification. Donc voilà, ça peut être aussi ce qu'on dit, en fait, on ne va pas engager tout un chèque sur la table pour faire ça, alors que ce n'est pas le bon outil. Voilà, après, travailler la recherche utilisateur aussi, là aussi, alors je ne vous fais pas un détail là-dessus, mais on ne dit jamais assez de on croit connaître, on ne sait pas. Enfin, le design n'est pas juste là pour emmerder le monde et passer plein de temps à faire plein de trucs, c'est que ça a des vrais impacts en fait après quand on fait des choses qui ne marchent pas pour les utilisateurs, et voilà, et on parle de moyen terme, long terme. Et donc nous, effectivement, ce qu'on pratique pas mal, c'est de faire des sprints de co-design de 2 jours, parce que 5 jours, c'est trop long à vendre, c'est trop compliqué. On est en France, mobilisé, on n'est pas Google, on n'est pas chez Google, mais de prendre 2 jours pour essayer d'aller des enjeux, rebalayer tout. En fait, on s'intègre dans une démarche de stratégie à les premières maquettes, storyboard. Et là, le but, c'est pas de dire super, on a fait un super travail, c'est bon, c'est d'aller les tester, vérifier si ça marche. En fait, tout le principe, c'est de dérisquer rapidement ce qu'on fait avant de l'intégrer progressivement. Et puis, on reste, même si on a les leviers, même si on a des recettes, ça reste de l'humain et de la motivation humaine. Donc, il y a des trucs où on croyait que c'était une bonne idée. En fait, non. On a des bouts de l'idée où, en fait, ça marche vachement mieux que prévu et ça serait dommage de. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment tout ça. Et en fait, on est aussi sur. Là, on parle de comment on fait. Il y a aussi comment on fait pour que ça soit approprié. Et quand on fait ces démarches de mettre tout le monde autour de la table, c'est aussi qu'en fait, après, demain, le développeur qui est en train de coder, il est aussi compris pourquoi on fait ça, comment, parce que lui, dans son métier, il va prendre des décisions. Le commercial, quand il va vendre la solution, il va prendre des décisions. Donc, c'est ça aussi. Et c'est à essayer de cumuler, quoi. Du coup, vous utilisez un petit peu les exemples qu'on a pu voir pour essayer aussi de vendre l'idée en interne, si je peux dire. Nous, on n'a pas beaucoup ce problème-là, dans le sens où, vu qu'on est, en tout cas chez Feedback, identifié comme une agence de gamification, on vient nous voir pour faire de la gamification. Des fois, du coup, justement, les clients découvrent un petit peu aussi du design, et c'est plutôt pas cool qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est vrai Ça fait un peu que mal au début. certains n'étaient pas prêts à retravailler leurs objectifs, ce genre de choses, alors c'est crucial pour faire de la gamification. Mais du coup, c'est vrai que parfois, on est face à, par exemple, je sais pas, des personnes qui ont envie de faire de la gamification, ils ont identifié un problème d'engagement. Au sein de l'équipe, tout le monde n'est pas forcément convaincu, tout le monde ne connaît pas. Et c'est vrai que quelque chose qui revient souvent, c'est que la gamification, c'est quand même pas les jeux, c'est pour les jeunes. Du coup, voilà, dans les stats qui sont intéressantes à noter, l'âge moyen des joueurs réguliers de jeux vidéo en France, donc c'est des gens qui jouent au moins une fois par semaine. Ça date de 2020, mais c'est assez stable, 39 ans. Pas du tout sur le cliché de l'adolescent. L'étudiant n'a pas à côté. En fait, non, il y a plein de gens qui jouent à des jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo ici, c'est PC, console, mais c'est aussi sur smartphone. Les personnes qui jouent à Candy Crush, aussi beaucoup sur leur téléphone, c'est aussi comme ça.
71% des Français qui jouent au moins une fois par mois. Et on a quasiment une égalité homme-femme aussi sur la pratique des jeux. En fait, même s'il y a certaines personnes qui vont bien sûr jouer beaucoup plus que d'autres, en fait, tout le monde a un peu l'habitude d'avoir des codes du jeu, une barre de progression, des niveaux, la possibilité d'avoir essayé, des choses comme ça, des avatars, de la narration. En fait, c'est des choses quand même qu'on a l'habitude de voir. Et de la même façon que quand on a de l'innovation dans les interfaces, il y a des grands acteurs du numérique, Google, Apple, etc., que ça rescale ensuite parce que en fait, quand les personnes sont déjà habituées, on n'a plus besoin de leur réexpliquer. Sur la gamification, c'est un peu pareil. Plus il y a des personnes qui connaissent les jeux, plus ça va être facile d'introduire certains éléments de gamification parce qu'ils sont déjà faits. Donc, c'est vrai que c'est une question aussi à se poser quand on fait de la gamification, c'est à quel point notre public est un peu familier de ça ou pas. C'est sûr que ça n'a rien à voir de faire de la gamification pour un public de gamers que pour le grand public ou des personnes qui ne sont pas beaucoup. Et en termes d'outils aussi et de format, vous avez parlé pas mal de formats ateliers, des sprint ou hackathon. Il y a d'autres choses en particulier. Peut-être même des outils digitaux pour les digitaux pour aider dans ces démarches. Je pense en communication, le truc peut-être le plus important que tout le monde utilise déjà, c'est simplement le benchmark. Le fait de regarder ce que les autres font. Par exemple, ça se voit en design, bien sûr, mais simplement regarder qu'est-ce qui vous a incité à passer à l'achat, qu'est-ce qui vous a incité à avoir l'information sur un produit en particulier. Simplement, vous ouvrez n'importe quelle appli sur votre smartphone, qu'est-ce qui vous incite, dès le moment que vous ouvrez l'appli, à aller à tel endroit, à écrire quelque chose. Toutes ces choses-là, c'est aussi des choses qui peuvent être directement, peuvent nourrir une idée dans la communication. Et si vous prêtez attention, vous remarquerez aussi que à chaque fois, par exemple, l'emplacement des espaces cubes, ce genre de choses-là, ceux qui font du marketing sont aussi très conscients de ces leviers d'engagement parce qu'ils savent finalement mettre cette information-là pour que vous ayez la publicité en question. De nouveau, on revient sur un peu des sections de pattern parce que bien souvent, on a une friction qui peut être assez grande. On le voit dans des produits qui se basent énormément sur la publicité. Donc, plus il y en a, plus il y a cette friction et moins finalement les utilisateurs sont engagés. Donc il y a toujours ce risque de surutiliser cette connaissance qu'on a par rapport à l'engagement. Mais malgré tout, regardez ce que vos concurrents font sur le même marché. En marketing, c'est très utilisé. Et dans ces méthodes d'engagement, ces méthodes de communication-là, tous les cas sont aussi importants. Et d'autant plus sur, comme on disait, ces applis qui fleurissent et ces nouvelles techniques digitales de communication. Vous tenir au courant sur tout ce qui se fait, sur quelle est la dernière chose qui a percé, pourquoi est-ce qu'ils ont percé exactement, quelles techniques est-ce qu'ils ont engagées avant même qu'on entende parler d'eux. Ça aussi, c'est important, ça peut donner des idées. Je peux compléter parce que moi, j'adore comprendre pourquoi. Je passe ma vie à lire des livres, comprendre pourquoi les trucs se passent. On a invité, oui, t'es pas venu, pardon. On a invité Myriam en décembre pour parler de son livre Août, par exemple. Parce qu'on a tous, enfin, en gros, on a un book club et tous les mois on lit un livre. Et là, c'est vrai que moi, c'était mon année, beaucoup design comportemental l'année dernière, donc j'ai beaucoup lu personnellement là-dessus. Mais en gros, il y a plein de gens qui ont écrit des livres et qui vous ont tout décortiqué, tout expliqué. Donc, moi, je les invite aussi à regarder le design comportemental. Il y a plein de gens et plein de livres extraordinaires. Top 3 des références, par exemple. Pour moi, le facile que vous pouvez utiliser même dans votre vie, je crois que c'est mon livre sur ça que j'ai lu l'année dernière, mais c'est Tiny Habits. J'ai même été jusqu'au bout. J'ai fait 2 trucs de coaching avec eux l'été dernier. Donc, Tiny Habits, c'est hyper simple, mais on comprend comment ça marche dans la vie et comment ça marche dans le produit. Et dans toutes les interactions. Il y a quand on travaille dans le produit, clairement, il peut y aller. Après, il y a plein de livres. Moi, comme je suis design et contenu, il y a plein de livres. Alors, je n'ai pas forcément la DRF, mais il y a plein de livres sur le design comportemental et le contenu. Il y a plein de livres sur la manipulation et comment, que ce soit marketing, que ce soit produit. Il y a un livre qui s'appelle Deceptive Pattern, qui est sorti en anglais, sur tous les Deceptive Patterns.
qui est que sur ça. Il y a énormément de rêves et en fait, ça ne vous permet pas. Enfin, en fait, ce que tu dis, c'est top. Et juste pour compléter, si vous ne comprenez pas comment ça marche, en fait, vous allez croire les charlatans comme nous. Je rigole, on n'est pas des charlatans, mais ce que je veux dire, c'est que nous qui avons fait le travail, en vrai. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre comment on fait et pas juste ce qu'on peut faire. Et plus vous allez commencer à explorer tout ça, et bien plus ça va, vous allez dire, oui, c'est une évidence, et ça ne veut pas dire, et donc évidemment, je ne vous invite pas à utiliser ces petites patterns dans vos produits, parce que vous allez juste perdre vos clients. Vous allez les avoir les premiers coups, mais à la fin, c'est fini. Mais si vous comprenez comment ça marche, si vous comprenez pourquoi c'est problématique, à minima, vous ne ferez pas l'erreur dans ce que vous construisez. Si vous comprenez comment la copie peut aider vos produits, vos campagnes, vos workshops, parce qu'en vrai, tout ce qu'on est en train de dire, ça marche, vous avez bien vu, ça marche sur tous les supports. Donc, ce que vous allez avoir, même si vous voulez que moi, j'ai des techniques pour que les gens ouvrent les mails. Quand j'étais attachée de presse, je mettais leur prénom, il y avait des manières d'amener le truc, et je savais si mon message y passait auprès de la presse, parce que j'étais attachée de presse, ou pas. Et donc, en fait, toutes les techniques que vous apprenez là, que ce soit au niveau du texte, que ce soit au niveau de l'expérience, etc., de vos ateliers, en fait, en fait, à chaque fois vous gagnez et vous complétez vos sets de compétences, parce qu'en fait, vous allez pouvoir l'utiliser sur tout, mais c'est juste soyez créatif et réadapté. Mais il y a plein, enfin, essayez de comprendre pourquoi, comment, enfin, comment ça marche, pourquoi ça marche, ce qu'il faut faire, pas le faire, formez-vous, il y a plein de formations. Donc, je peux recommander votre formation, mais sincèrement, tu as une habitude, faites-la si vous avez envie. Enfin, il y a les formations de leader design, d'autres formations de gamification, il y en a d'autres, plutôt anglo-saxonnes, là. Mais il y a plein de choses qui existent. Donc, ce sera mon meilleur conseil. J'allais juste rebondir. Alors, Hooked, moi, je trouve ça très bien aussi, c'est très accessible aussi. Il y a un bouquin qui s'appelle, en anglais, c'est Drive, c'est plus court. Non, en français, c'est La vérité sur ce qui nous motive. Mais en fait, c'est Daniel Pink qui a écrit ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de la vulgarisation. Vous n'avez peut-être pas le temps de lire plein de papiers de science, même si c'est bien aussi parfois. Mais voilà, mais en fait, il vulgarise plein de sciences sur la motivation qu'on n'utilise pas assez dans plein de choses. Et donc, ouais, ça donne des bonnes grilles de lecture sur pas mal de Même sur choses. les leviers cognitifs, parce que tous les leviers d'engagement appuient sur les leviers cognitifs. Quand vous avez compris ça, vous pouvez partir du biais cognitif pour savoir comment vous allez appliquer la chose, ou partir finalement de la technique d'engagement. Donc, tout ça nourrit, en tout cas, nourrissez-vous de ce genre de littérature, un peu, pas forcément autant que l'on fait nous. Super. PowerPoint, peut-être aussi, qui est pas mal sur la construction d'expériences dans le domaine. Je vous propose de passer très rapidement, avant de vous donner la parole à vous, sur peut-être les deceptive patterns, peut-être quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire, ce qui peut éviter de boîte. Peut-être un chacun là, comme ça. Enfin, c'est quoi peut-être le plus gros red flag et puis comment en fait, on peut l'éviter dans la technique quand on le conçoit. C'est pas une deceptive pattern, mais peut-être plus le fait de prévenir avant même d'engager quelque chose, comme j'avais un peu parlé. Parfois, certaines techniques de planification vont prendre beaucoup de temps à être mises en place, vont demander beaucoup de budget. Mais aussi, simplement, une fois que c'est mis en place, une fois que l'expérience est lancée. Par exemple, le simple fait de faire un jeu concours, ça implique énormément de choses. C'est pas simplement un truc, on va dire, on va promettre quelque chose. Ça veut dire aussi avoir un règlement pour ce concours. Parce que chaque jeu a ses propres règles. Il faut être très clair dans la manière dont ça se déroule. Donc, ça veut dire potentiellement aussi impliquer le département légal, faire valider tout ça. Ça veut dire aussi, une fois que le jeu concours est lancé, suivre tous les participants. Parce que vous parlez à énormément de gens d'un coup. Si vous devez mettre par exemple en place un formulaire de réponse, il va falloir faire ce formulaire-là, recueillir toutes les réponses, les analyser, pardon. Ensuite, comment est-ce que vous choisissez le vainqueur? Est-ce que c'est un vainqueur, c'est le premier qui a répondu? Est-ce que c'est complètement tiré au sort? Si vous tirez au sort, quel logiciel vous allez utiliser? Est-ce que c'est vraiment le logiciel qui fait les choses bien? Est-ce que c'est en interne, vous-même, vous avez déjà repéré certains clients qui ont déjà participé à tous les jeux concours que vous avez fait, et en fait, vous vous rendez compte que c'est des comptes de bots qui simplement spamment tous les jeux concours que vous avez fait jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Donc pareil, il y a plein de choses. À la base, ça part simplement d'une idée, engager la communauté. Et pour simplement faire respecter ces règles et le faire éthiquement, ça va engager pas mal de travail en interne. Donc,
c'est pas vraiment une descriptive pattern, mais comme je le disais, simplement prévenir, engager certains de ces leviers, ça peut demander malgré tout pas mal de temps. Dans le cas du marketing, ça va rejoindre des questions d'éthique du marketing, comme j'ai pu en parler avant. Les questions de ne pas survendre l'expérience, le fait de simplement bien utiliser à bon escient l'information client que vous avez aussi. Et en général, si vous créez un produit ou une expérience, on ne retombe plus sur des descriptifs par contre qui sont propres au design directement du produit. Si par exemple vous choisissez, malgré tout ça peut être en lien avec des techniques de, par exemple le département finance ou le département business, de faire plus de monnaie sur votre produit ou sur votre projet, ils vont dire est-ce qu'on ne peut pas inciter les gens à davantage payer. Donc ça va faire en place des questions de design, forcément, mais qui vont malgré tout retomber d'un point de vue communication, parce que si le département design a fait le choix d'impliquer des descriptive patterns, finalement, donc ça va être des patterns qui vont utiliser ces leviers d'engagement de manière non éthique, donc certains qui peuvent créer par exemple de la dépendance ou de l'addiction à l'utilisation de votre produit. S'il y en a qui s'en rendent compte et certains médias, tout simplement, en toute comment dire, objectivité, vont le remarquer et vont épingler votre produit, votre service, ça va forcément retomber sur votre image de marque. Et ensuite, une question qui a lieu lors du design du produit ou du design du service va impacter votre communication. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est compliqué, voire impossible à justifier en communication, ce genre d'implication. Donc, je pense être très au courant de comment le produit est développé, comment le service est développé aussi. Dans ces techniques, si vous développez par exemple une application gratuite, comment est-ce que vous allez recevoir de l'argent de la part du client? Il faut vraiment, si vous travaillez dans le marketing, être bien conscient de comment le produit est designé pour percevoir ces risques-là avant même qu'ils soient mis en place et que ce soit le. Parfois, ça se joue même à l'effet de la réglementation. Par exemple, il y a une technique qui est utilisée dans les jeux vidéo, alors plutôt jeux mobiles, parce qu'ils sont gratuits. C'est la technique des lootbox. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des boîtes de récompenses. L'idée, c'est qu'au lieu de récompenser de façon fixe un joueur parce qu'il a une quête, il a battu un adversaire, on ne va pas lui donner donc une récompense fixe, on va plutôt lui donner une boîte qui contient une récompense. La récompense était aléatoire. Donc, il y a des récompenses qui sont cool, il y a des récompenses qui sont nulles. Et donc, quand on ouvre ce genre de lootbox, on est un peu excité parce qu'on se dit, ah, tiens, est-ce que cette fois-ci, je vais avoir la super récompense qui est super rare? Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une technique qui est énormément utilisée dans les jeux gratuits pour en fait faire en sorte que les gens dépensent de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut jouer gratuitement et avoir quelques lootbox de temps en temps. On peut mettre sa carte bleue et en avoir plein. Et du coup, on est vraiment proche du jeu d'argent, du jeu de hasard. Et c'est quelque chose qui est vraiment super efficace. Et donc, il y a pas mal de boîtes de jeux qui finalement sont plus d'argent avec un jeu gratuit qu'avec un jeu payant 70 €. Voilà, faites un jeu sur OpenSea, par exemple. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est problématique, notamment parce que c'est aussi des jeunes qui jouent. Donc, ils vont peut-être utiliser la carte bleue de leurs parents. Et donc, on est vraiment dans un cas où on incite à dépenser de l'argent des jeunes. C'est pas forcément très conscient de tout ça. Mais du coup, il y a un vrai sujet sur ces questions-là. Et donc, il y a parfois la réglementation qui s'empare de ces sujets. Donc, par exemple, en France, c'est interdit de faire des lootbox sans préciser exactement quelles sont les chances d'obtenir chacune des récompenses. Avant, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, ça l'est. Il y a quand même des gens qui peuvent dépenser jusqu'à 1 000 € pour avoir la bonne récompense et même ne pas forcément l'avoir. C'est quelque chose qui est assez marquant. Et il y a des pays où c'est carrément interdit ce genre de mécanisme. Par exemple, en Belgique, ça n'existe pas. Quand un jeu sort, et c'est le principal modèle économique du jeu, il n'est pas disponible en Belgique. Donc c'est possible que à la fois ça se démocratise et qu'il y ait d'autres pays qui soient concernés, mais aussi que certains autres mécanismes jugés un petit peu trop efficaces en termes de manipulation, de business model, soient ciblés aussi et donc on ne puisse pas les utiliser. C'est assez important. De la même façon, quand le contrôle, effectivement, généralement, on peut faire appel à des personnes qui ont des compétences légales, ici, etc. Sur d'autres sujets, ça peut être le cas aussi. Je parle de la réglementation. Par exemple, récemment, on a eu la Chine qui a de nouveau
mis des réglementations sur ce genre de sujet, et même des mécanismes d'engagement comme les récompenses quotidiennes. Ils les ont épinglés et ils ont, du jour au lendemain, interdit la plupart des jeux et applications qui faisaient usage de ce mécanisme d'engagement. Donc, par exemple, si votre marché est très important sur, par exemple, certains pays en Asie en particulier, il faut vraiment aussi se renseigner sur cette réglementation de ces mécanismes d'engagement, parce que la Chine, c'est un exemple très particulier, parce que aussi le gouvernement a un énorme pouvoir sur ce qui sort sur leur marché. Mais c'est l'exemple premier de, d'accord, j'ai quand même envie d'atteindre ces 1 milliard potentiel de consommateurs. Est-ce que les règles que je mets dans le design même de mon produit ou dans mon application sont bien en règle avec ce qu'il faut savoir sur son marché? Et si vous avez déjà payé la localisation de votre jeu ou de votre appli et finalement vous ne pouvez pas le sortir, c'est quelque chose que vous aurez pu prévoir. Merci. Et d'ailleurs, ils ont même mis des limites horaires au jeu pour les enfants. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce partage. Donc, on a vu énormément de différents cas d'usage, les différents leviers, comment ça se passe aussi en entreprise, sur quoi il faut compter quand on veut employer ces mécaniques. Maintenant, si vous avez des questions, alors je vous invite à lever la main, on a quelques minutes, et puis ensuite, on vous parlera très rapidement du prochain événement du Club Inno, un petit formulaire de satisfaction parce que ça ne mange pas de pain, et puis on ira boire un coup. Ouais. Merci beaucoup pour ces présentations. Moi, j'ai une question en fait par rapport à l'organisation du travail. Enfin, à un moment, on s'est bien inspiré de toutes ces techniques de gamification et qu'on a vu tous les exemples. Moi, ça me donne envie de découvrir du coup mon produit de plein de petites choses. Moi, ce que je fais, est-ce que ce sont des choses qui rentrent et doivent rentrer dans mes trucs de sprint et je dois faire des tests. Enfin, j'imagine que je peux pas. Ça fonctionne comme tout le reste, je peux pas juste tout mettre partout sur mon produit. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ce sont des choses qui fonctionnent quand même ensemble. Et aussi, la question que je sens par rapport à ça, c'est la gamification. J'ai l'impression que ça parle beaucoup aussi de surprendre l'utilisateur. Donc, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont difficiles à capter dans les user stories. Et donc, voilà. Donc, comment ça marche? D'engager, pas forcément. La surprise, c'est Ok. Ça va être un des leviers. Ok. Moi, je dirais bien que pour commencer, pour identifier un endroit dans ton expérience où tu as besoin d'engager davantage et essayer de partir de là pour aller explorer ton expérience, contacter les utilisateurs, définir un petit peu les choses à partir de là. Effectivement, je pense que c'est compliqué de se dire d'un seul coup, il y a une gamification partout, à la fois parce que l'argent, ça fait du temps, à la fois parce que c'est pas forcément ce qui est bon non plus pour un produit donné, donc sinon on finit comme Duolingo avec tout, mais en vrai, Duolingo, il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de budget derrière. C'est pas des formations. ouais, c'est quand même pas si simple que ça. Je pense qu'effectivement, il faut essayer de commencer par un endroit où on est à peu près sûr qu'on a un vrai problème, et aussi un endroit où on a un peu de marge de manœuvre pour justement proposer des idées, peut-être comme c'est un peu plus petit. Il y a plein de façons de faire de la gamification, il y a des choses qui sont plus simples que d'autres. Par exemple, dans le cas du LinkedIn, il y a une barre de progression pour onboarder les utilisateurs, leur donner un petit complété de profil. En fait, une barre de progression, c'est pas très très compliqué. Ça peut se mettre en place, on peut partir de là, notamment pour prendre peut-être d'autres personnes dans l'entreprise, que en fait là ça marche. Peut-être qu'on peut le faire ailleurs. Dans le produit, moi, il y a des moments hyper clés aussi pour l'engagement, l'onboarding. Voilà. Et il y a plein d'onboarding. Il y a l'onboarding de tes features, et tu as l'onboarding de ton service. Bah, allez-y, qu'est-ce qui va créer l'engagement, comment on peut donner envie. Ça, c'est un moment crucial. Un autre moment crucial, c'est la première utilisation. Des fois, moi, je vois, on m'a déjà dit, un jour, désolée, des fois, c'était un peu dur, des fois, le début, quand moi j'ai commencé, parce que j'avais des gens qui rédigeaient, et je me rappelle que là, c'était quand j'étais dans l'automobile, je travaillais pour une marque auto, et je travaillais sur une application qui était en lien avec la voiture. Et donc, là, l'idée, c'était de créer la connexion, que la personne connecte son appareil avec le véhicule. Et la personne qui avait rédigé, qui était UI, avait mis vous n'avez pas réalisé telle tâche, donc ça ne marche pas. Et je dis on peut peut-être lui donner envie. Et donc, parce qu'en fait, j'ai carrément eu je ne suis pas du tout d'accord avec son approche, parce que c'est en fait, quand on change les habitudes des gens, parce qu'en fait, les gens voyaient comme
que les développeurs l'ont listé dans les problèmes. Alors, effectivement, factuellement, c'est un problème. Mais en vrai, moi, je ne le voyais pas comme un problème, mais comme une opportunité. Et donc, moi, ce que j'ai plutôt fait et proposé, c'était de dire, vous voulez ça, 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 et bien en fait, téléchargez-la, en fait, ou en tout cas, faites ce que vous avez à faire. Et donc, ces moments, ces premières utilisations, au lieu de dire, vous avez 0 produit, ou des choses qui n'apportent rien, en fait, factuellement, comment je peux créer de l'engagement en éliminant tous ces textes qui n'apportent rien, en fait, à l'expérience. Qui ne comprend pas, en fait, c'est pour nous, c'est à nous qu'on parle souvent. C'est vrai que souvent, on fait l'interface pour nous, marque, et on rassure tous les gens du produit, mais en fait, on ne fait absolument rien pour la personne. Et il y a un levier qui est très, très simple à mettre en place, et qui n'est pas souvent mis en place, c'est faire en sorte que l'utilisateur ou l'utilisatrice soit le héros de l'expérience. C'est le truc le plus facile, enfin, pour moi, en tout cas, souvent, ce n'est pas le cas. C'est au lieu de parler de vous, parler d'eux, parler de ce que ça va leur apporter, parler de comment ça va leur bénéficier, parler de tous les bénéfices de vos produits, au lieu de dire que vous voulez que la personne réalise telle tâche, bah, dites-le dans le sens de la personne. Ça, c'est un levier finalement. On crée une espèce d'ambiance, une expérience. Et comme je dis, c'est finalement le plus simple à faire, mais c'est aussi ce qui est le moins fait. Mais donc, il y a ces moments clés. Donc, déjà, tu peux déjà voir comment vous arrivez à travailler ça en équipe. Et c'est pas forcément une personne, parce que même pour nous qui faisons ça tout le temps, des fois, on a notre cerveau qui est lobotomisé à force de faire la copier ou de retravailler de la hiérarchie d'infos. Faites-le aussi en équipe, surtout quand vous n'avez pas des compétences de content design ou UX writing. Faites des moments où vous allez travailler ensemble pour essayer de trouver les bonnes approches. Et déjà juste sur ça. Et puis sur les points de parcours, comment on finit bien. Une fois que la personne a fait tout ce qu'elle devait faire, comment on peut finir de manière sur une touche un tout petit peu positive. Vous avez d'autres questions? Je n'ai pas de petit marteau, mais Léa, oui. Je me lance, je travaille en CRM pour LVMH. Je travaille en ce moment sur un programme de fidélité à revendre, donc à revoir depuis le départ. Et je me dis, ça peut être intéressant pour mon projet. Comment vous imaginez, sachant que moi, mon interface, ce n'est pas une appli, c'est des emails, sans pressuriser ni faire culpabiliser, comme dit Oligo, comment vous imaginez peut-être une approche ludique et en même temps sans avoir cet effet spam quand on n'a pas utilisé ses points, quand on n'a pas, je ne sais pas, fait un achat depuis longtemps ou qu'on n'est pas venu en boutique depuis un moment. Comment vous voyez ça de façon ludique, voilà, en cas de programme civique? En fait, pour moi, il faut penser, parce que des fois, il faut travailler les emails comme une interface. En fait, c'est un canal. Donc, moi, je fais de la recherche utilisateur d'abord pour essayer de comprendre clairement tes utilisateurs, quels sont leurs besoins, etc. Ce qu'ils cherchent, pourquoi ils viennent, quel produit chez LVMH, voilà. Maquillage. C'est lequel? Maquillage. Maquillage, ok. Donc, voilà, quels sont leurs usages et comment toi, tu vas pouvoir leur apporter de la valeur. Et après, commencer à construire tes séquences de mails comme tu construirais un parcours utilisateur, en fait. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder, par exemple, en quanti, quelles sont les actions que les gens font et essayer de faire en quali le pourquoi ils font ça. Et s'appuyer aussi sur des comportements que tu attends. Et juste à l'heure, on parlait des dark patterns, mais ce qui est en fait une règle en design comportemental, c'est aider les gens à faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est là où vous savez si vous êtes en train de les manipuler, ou si vous les aidez à réaliser la tâche qu'ils veulent faire. Et si tu les comprends tellement bien, et que en fait, comme la manière dont tu vas séquencer tes mails, ils n'ont pas réalisé telle action, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rentrés en connexion avec vous. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Qu'est-ce qui va les motiver? Qu'est-ce qui va enclencher? Sans culpabiliser, comme je lui ai pas mis l'exemple. Il y a un côté de ne pas culpabiliser, parce que tu pourrais très bien dire à des personnes, imaginons quelqu'un a fait un achat par mois pendant 3 mois, un seul coup il disparaît, la personne elle pourrait revenir, mais on ne sait pas. Tu lui envoies par mail, vous avez 300 points, par contre si vous ne venez pas dans une semaine, vous les perdez. Bah, c'est super agressif, c'est pas respectueux de la personne. Et surtout, si tu penses c'est motivant. C'est pas forcément motivant. Mais c'est pas parce qu'en design, on a un truc qui s'appelle les stress cases. Les stress cases, imagine la personne elle est à l'hôpital. Juste, c'est la pire approche et vous pouvez pas, en fait, tu crées absolument pas de connexion là-dessus. Donc c'est plutôt, tu peux plutôt proposer à la personne, c'est en fait de penser plus en termes de comportement attendu. Peut-être que tu peux demander à la personne, ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, est-ce que vous voulez mettre en pause?
Tu vois? Parce que tu sais pas ce qui se passe derrière, en fait. Reporter tu peux le pas- point. Ouais. Et le pire truc, c'est d'aller imaginer que, en fait, en allant stresser la personne, lui rajouter de la pression, il va rien se passer en rajoutant de la pression. Par contre, en étant compréhensif, en apportant des solutions, peut-être si la personne elle a besoin d'être en pause parce qu'elle a un vrai sujet, qu'elle est en déplacement à l'étranger pendant 6 mois, 1 an, on n'en sait rien, bah, juste, c'est pas le moment, en fait. Mais c'est pour ça que je reviens vraiment sur la recherche et sur les tests. Quand vous testez des trucs un peu, où il y a peut-être de la pression, en tout cas, allez comprendre aussi comment les gens le ressentent et comment vous allez améliorer les choses. Et évidemment, après, tester, mais aussi regarder comment ça prend ou ça prend pas, et itérer, on fait ça tout le temps. Mais les séquences de mails, pour moi, c'est une expérience, et dans mon travail, les séquences font partie de comment je vais réaliser. Enfin, tu vois, quel est le trigger qui va enclencher tel email? Est-ce que dans l'email, est-ce que j'attends aussi des comportements et la personne a fait ça? Oui, je lui donne, j'envoie un autre, je lui envoie le cadeau, j'envoie je sais pas quoi. Mais c'est une expérience, une interface, comme je le ferais. Sur une appli. Ouais. C'est comme une appli, sauf que on va être séquencé par mail. Ok. Il est 25, peut-être une petite dernière. J'en ai une. Je me pose la question de comment voir le succès derrière, parce que du coup, moi, je suis en entreprise, on parle que du full écrit, réduction de coûts. Et du coup, c'est vrai que déjà, on a des choses à faire, c'est une application qui sont nécessaires. Mais du coup, l'expérience utilisateur est grandement abandonnée. L'efficacité, la livraison dans des délais très restreints, etc., avec des budgets restreints. Et donc finalement, du coup, si on doit avoir cette approche un peu de gamification qui, pour moi, quand même, peut quand même coûter un peu plus cher qu'un développement. Parce qu'en finalement, pourquoi il y a pas d'expérience utilisateur? Parce qu'en fait, on fait au plus rapide et voilà, en fait, on sait bien qu'on pourrait faire mieux, mais en fait, on en reste. Donc finalement, comment le vendre et comment le mesurer, en fait, le succès, sachant que moi, je suis pas sur une application où les gens n'ont pas le choix d'y aller. Et du coup, mais sinon, à part le plan, parce que ça, moi, je trouve pas très pratique, voilà. Mais en fait, comment vous le mesurez, en fait, dans ces cas-là? Parce qu'on va pas avoir utilisateur. La session client, c'est toujours pas terrible, je pense, parce qu'ils sont difficiles. Mais je parle trop. Je peux y aller. C'est pas évident déjà sur le convaincre en interne. Effectivement, on est sur des questions aussi c'est un outil qu'on utilise quand même plus pour du long terme avec en disant, en fait, si vous êtes content, qui revient, donc il y a ces enjeux-là et ça se peut que le contexte est compliqué. Sur la mesure, après, en fait, je pense qu'il y a déjà une question aussi on peut faire du quanti, regarder ce qui se passe, mais ce qui est difficile, on a eu en fait, ça serait un peu parfois le Graal d'avoir la mesure exacte, de dire la gamification elle a fait ça, mais en fait on est sur du systémique où en fait ça dépend si le produit est bien aussi, que les gens y restent, ça dépend si la façon dont on parle elle est bien. Il y a plein de choses qui viennent se cumuler, mais on peut quand même regarder. Je pense qu'on revient un peu à la question d'avant, c'est où les points où ça fait mal et où ça décroche, aussi peut-être pour convaincre dans un cadre comme ça. Et après, c'est peut-être aussi d'aller voir, d'avoir des témoignages quand même utiles. Même si après, c'est vraiment pas la culture de ça, etc. Mais je pense que les témoignages d'utilisateurs qui. Oui, ou déjà le avant, voir si ce qui se passe vraiment mal et voir si c'est un enjeu de le bouger. Je dis pas. Enfin, en fait, en tout cas, si c'est un truc qu'on dit, c'est pas OK, c'est pas ça. Je pense qu'il y a quand même ce sujet-là. On soit identifier pourquoi exactement les gens. L'expérience client n'était pas forcément pas ouf. Mais est-ce que c'est le produit en lui-même et le service qui a un effet pas bon? C'est la manière de délivrer, ou ça se trouve, c'est même quelque chose que vous n'avez pas dû commencer. Et en fait, peut-être que n'importe quoi, mais il y a un bouton qui n'est pas visible, et en fait, les gens cliquent pas dessus. Et vous vous en rendez pas compte parce que, en tant que designer, vous étiez peut-être le bilan dedans. Pour vous, c'est simple, alors qu'en fait, pour les utilisateurs, pas du tout. Donc, ouais, avoir ce retour des utilisateurs en particulier. Surtout, on bâtit vachement, je trouve, dans l'application des gens, c'est des autres applications du marché, ou même là, aujourd'hui, on a une application, elles sont toutes vraiment très bien pensées. Du coup, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, en fait, c'est vraiment très vieux jeu. Enfin, voilà, ça ne fait pas. Après, on pense beaucoup à comment améliorer. Et en effet, on n'a pas cherché à faire des jeux.
enfin, toutes les tâches sont plus sérieux, donc du coup, c'est vrai que en fait, limite, c'est un peu ennuyeux, quoi. Voilà, mais Et moi, bon, je l'avais juste pour compléter. Enfin, moi, encore plus quand il n'y a pas les moyens, je vais pas aller dire mais non, on va faire ça et on va mettre de la gamification. Donc, moi, en tout cas, si j'étais à la je pense que ce que je ferais, c'est que j'essaierais de comprendre un peu comment ça marche, s'il y a de la formation possible, forme quoi. Ou même si c'est pas possible, enfin, lis des livres, enfin, voilà. Et essaye d'expérimenter bout par bout. Maintenant, moi, je sais que souvent, je suis sur des expériences et elles sont complètement cassées. Et avant d'aller peut-être faire ça, vérifie d'abord si c'est le vrai problème à résoudre. Est-ce qu'il faut d'abord finir l'expérience, être plus clair dans les instructions, d'évoluer un peu l'expérience? Est-ce que c'est ça qui va apporter une solution? Peut-être pas. Parce qu'en fait, c'est quand même du nice to have. Enfin, donc, avant, enfin, ça dépend de quoi, mais enfin, tu vois, un fil d'Ariane, c'est pas. Il y a des trucs qui peuvent passer assez facilement, mais il y a des choses, c'est du nice to have. Donc, moi, je regarderai d'abord, mais en fait, ça peut être ce que tu dis. Et est-ce que l'expérience, déjà, elle est facile à faire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que les gens réussissent à faire les tâches qu'ils viennent faire le plus simplement possible? Et après, comment continuer à améliorer ça sans forcément mettre des coûts, mais en expérimentant et en testant. Ce que je disais, c'est sur le service sérieux. ouais. Disons, faut aussi. Si par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas fun du tout, bah là, par exemple, les gens, en général, s'ils disent bon, c'est que ça leur fait pas plaisir, c'est juste qu'ils doivent le faire, donc il faut que ce soit rapide. Tu vois, oui, par exemple, ce genre de choses. Se mettre dans la place de OK, quand j'utilise cette application sur ce produit, mon client il est dans quel état d'esprit? Bon, bah, si c'est un truc qui est obligatoire, il doit juste vouloir passer à autre chose très rapidement possible. Donc peut-être que c'est quelque chose, finalement, l'expérience est trop longue, ou le fait d'arriver au bout est trop long. Ouais. Et ça va être frustrant. Et donc, Tout s'expanse. Ouais, mais dans ce cas-là, en fait, tu tombes. En fait, c'est là où je disais, est-ce que le problème, c'est vraiment un sujet de motivation aussi? En fait, là, on tombe. Je veux que la douleur, elle dure le moins longtemps possible. C'est du X. Faut que ça file. Et parce que la gamification et le game design, entre autres, et tout le jeu, c'est parfois faire durer plus longtemps et un peu. Mais pour que ça génère de l'engagement, mais si c'est pas une expérience agréable, si c'est c'est bon, maintenant on est tous traumatisés, on a dit impôt. Mais ouais, il y a ce sujet-là aussi. Et puis en plus, ça peut être pareil, très dur aussi. C'est une expérience où l'utilisateur, il n'a pas le choix d'aller de toute façon, il va le faire. En plus, d'aller convaincre des gens qu'il faut motiver l'utilisateur. Enfin, il n'y a peut-être pas besoin. Enfin, oui, parce que tu vois, tu prends un internet, ils doivent juste aller chercher des articles parce qu'ils ont besoin de telles connaissances. Et en fait, ils vont réaliser la tâche. Donc là, pour moi, l'objectif serait effectivement comment les aider à réaliser la tâche plus vite et mieux, sans plus là. Plus que. Je vous propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre. Bravo. Pour vous parler de la suite, de toute façon, donc, vous allez pouvoir continuer d'échanger juste à côté avec un verre, donc encore mieux. Vous êtes tous les quatre trouvables sur LinkedIn. Juste les infos importantes avant de conclure. Le 6 mars prochain, on se retrouvera ici pour un événement donc, qui sera organisé par Maxime, qui n'est pas là ce soir, mais qui est la 4e larron du club. Et donc là, sur un événement avec des gens de la French Tech, notamment Lydia par exemple, parler de Sales Operations, voilà, comment améliorer, moderniser et aller plus vite dans les sales. Donc Maxime avait fait un premier événement l'an dernier, parce qu'il y en avait qui étaient là sur le process sales dans les startups de la French Tech. Voilà, donc vous pouvez déjà, je pense, vous inscrire sur le site des alumni. On va communiquer bientôt là-dessus. On a eu nos 3 intervenants validés aujourd'hui même. Donc une de Lydia et les 2 autres. Excusez-moi, je ne me rappelle plus. Vous irez voir sur le site. Et juste là, vous avez un gros QR code à flasher pour nous dire en fait si ça vous a plu, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous voulez qu'on améliore d'ici les prochains événements. Voilà, c'est un formulaire extrêmement rapide. Donc allez-y. Merci beaucoup à tous d'être venus. Ça fait super plaisir
de voir une salle remplie comme ça, et puis des intervenants au top. Merci à tous. Merci. On peut applaudir.